Donc en fait, quand quelqu'un rentre dans mon bureau, j'ai la courtoisie de lui dire bonjour et de l'inviter à s'asseoir et puis demander si la lumière c'est ok, parce qu'en fait, c'est pas toujours. Voilà, bref. Dans la cour de rentrer en lien, c'est le premier moment, quoi. Ceux et celles qui la connaissent, quand on rentre en lien, ça fait comme ça. On se dit des petits trucs, c'est la fonction fatigue du langage. Puis petit à petit, on monte, puis on arrive à l'acné du propos, puis après on redescend, puis il y a un petit truc à la fin pour se séparer. Alors, il y a des personnes pour lesquelles c'est pas du tout évident, ça. Et qui vont tout de suite commencer à échanger avec vous, tout là-haut, par exemple. Donc, quand je dis ça, c'est pas tout à fait une blague, il y a une manière d'accueillir l'autre et de lui signifier qu'il a sa place ici sur des choses assez concrètes comme la lumière. Donc, bah, tu voilà. Bonjour. Ça on est bien, on est bien. Ouais, bah, je vais te laisser. Du coup, bah, oui, bah, je voulais revenir sur votre mail, ok, d'accord. Donc, vous êtes personnel, c'est ça, vous travaillez ici. Ok, d'accord. Il y a deux manières de faire. Soit vous me racontez ce qui fait que vous êtes ici, comment vous avez eu le contact, et puis ce qui se passe pour vous. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je vous explique mon métier, et à partir de là, ça me permet de, de prendre la parole ensuite. Alors, je vais un peu loin, mais euh, quand même, majoritairement, les gens ont tendance à dire je veux bien que vous m'expliquiez votre métier. En fait, statistiquement, il y a plus de gens qui vont dire ben, je veux bien que vous m'expliquiez. Après, j'y reviendrai. Quelle est l'hypothèse sous-jacente à ça? Qu'est-ce qui fait que les gens attendent finalement que vous preniez la parole en premier quand vous leur proposez? Qu'on parle du principe ici que tu as dit que tu préférais que j'explique. C'était d'accord. Donc, une fois qu'il y a ce micro-lien qui est établi, je prends une feuille que je mets entre la personne et moi. Et je lui fais ce schéma-là. Donc, pour les personnes qui sont en visio, je vais essayer de décrire, mais ça va vite être compliqué. Là, j'ai tracé un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, je dessine un cœur. Et je assure le reste de l'intérieur du cercle où il a dessiné un cœur. Et en fait, ensuite, je m'adresse à après, je dis, bah, oh, voilà, vous faites quoi ici, en fait, comme métier? Je suis chargée de mission égalité. Vous êtes chargé de mission égalité. Ok. Bah, on va considérer que tout votre métier de chargé de mission égalité, il est contenu dans ce cœur-là. Dans ce cœur d'activité, en fait, dans ce cœur d'activité professionnelle. Si la personne répond, je suis en master biologie, on va dire, bah, votre master biologie, c'est ça. Et j'ajoute, en fait, bah, tout votre cœur d'activité professionnelle, on va considérer qu'il est constitué de tâches de haut niveau. Ok? Quand je dis ça. Après, bah, tout de suite après avoir dit ça, je trace ici un certain nombre de cercles. Alors, sans les décrire, c'est des cercles autour du cercle, quoi. Ça crée une forme d'espace, en fait. Puis ça crée un petit silence aussi. Et après, je dis, bah, vous voyez, pour parvenir à ce cœur d'apprentissage, ce cœur d'activité professionnelle, composé de tâches de haut niveau, vous passez nécessairement ici, là, par un ensemble de tâches de bas niveau. Alors quand je dis ça, souvent les gens ils font un petit ouais, ok, un petit signe comme ça de d'incompréhension parfois, ou parfois très poliment ils font oui, ou ils font même souvent très très sensé. Et on dit bah oui, le à ce petit, c'est une tâche de bas niveau. Parce qu'une tâche de bas niveau c'est très 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 complexe. En fait, tâche de bas niveau ça n'a rien de péjoratif, c'est extrêmement complexe une tâche de bas niveau. Et sur le petit, ah, ça c'est très puissant. Ça s'est construit au bout de quelques jours, quand vous prenez un nourrisson et que vous le mettez sur votre avant-bras et que vous faites. Et ben en fait, quelques secondes après, il répond en fait, il ouvre la bouche comme ça. Donc cette communication non verbale, qui repose sur des formes d'écolalie, mais qui sont des mimiques faciales, etc., c'est d'une complexité assez infime. Mais c'est une tâche de bas niveau, pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, ça se fait ensuite automatiquement. Et quand on interagit, en fait, eh ben, on fait sans arrêt des signes, il y a des trucs qui montrent qu'on est en train d'écouter, etc. Même là, pour certains, certaines, on voit déjà, vous me regardez pas ailleurs, puis pour certains, font des trucs, des micro-faciès,
des micro-faciès, qui sont finalement très expressifs, mais qui renforcent le lien. Donc ça, c'est pour expliquer qu'une tâche de bas niveau, c'est très, 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 très complexe. Pour autant, ordinairement, ça n'a pas de coût. C'est-à-dire qu'on le fait sans que ça ait un coût. Là, pour la majorité d'entre vous, visiblement, vous êtes venus en marchant. Alors peut-être que pour certains, ça a un coût, ça je ne vous dis pas. Mais concrètement, vous êtes venus en marchant. Bah, la marche, c'est une tâche de bas niveau. C'est une immense complexité. Vous avez toutes et tous, on a passé un certain nombre d'étapes. Hein. D'abord, on s'est mis de là où on nous posait sur le dos, sur le ventre, ou sur le ventre, sur le dos, enfin, grosse performance. Puis après, etc., quatre pattes, tout ça, c'est quand même très, très étudié. Enfin, la marche, c'est très, très, très complexe. Ça se formalise autour de 12 mois. Mais normalement, en fait, marcher, ça n'a pas de coût. Aujourd'hui, pour vous, pour moi. Sauf s'il y a des choses que je vois pas. Mais en tous les cas, ça n'a pas de coût. Et on peut ensuite lister ça, aller assez rapidement sur les autres tâches de bas niveau. Mais là, je suis en train de parler. Et une onde sonore qui court, vous l'attrapez, vous la conduisez, vous la traitez. Sur le plan visuel, c'est pareil. Quand on est dans le cadre scolaire, ça c'est une tâche de bas niveau. Ça prend des petits. Mais normalement, en fait, pour la majeure partie des gens, faire ça, c'est pas coûteux. D'accord? Traiter, Audrey, elle est là? Oui. Traiter les signes graphiques pour produire du son, du sens, etc., le traitement graphique des choses, ben, ordinairement, ça se met en place et après, ça n'a pas un coût très important. Je vous fais une toute petite expérience. Là, je vais écrire quelque chose, puis je vous demande de ne pas le lire, de le regarder, mais de ne pas le lire. Est-ce que vous avez pu regarder sans lire? Non, vous n'avez pas pu. Et pourquoi vous n'avez pas pu? Parce que, au départ, la lecture, ça repose d'abord sur les compétences verbales, etc., etc. On dit qu'on apprend à lire en CP, c'est très faux, on apprend bien avant. En CP, on systématise le rapport entre le graphème et le phonème, etc. Mais pour vous qui êtes lectrice experte, et lecteurs experts, eh ben, vous traitez non pas peut, vous traitez les empants de cette lettre avec des saccades oculaires en fait. Et ces empants de cette lettre, ils sont tellement larges que là, vous ne pouvez pas ne pas lire. Pour autant, la lecture, c'est une tâche de bas niveau. C'est-à-dire que normalement, elle est automatisée. J'en rajoute deux des tâches de bas niveau parce qu'elles sont assez essentielles. C'est la question de l'énergie, en lien avec la fatigue et en lien avec la souffrance. On peut considérer qu'ici, dans cet espace-là, de tâches de bas niveau, il y a le fait d'avoir suffisamment d'énergie. Si vous partez votre matin, quelle qu'en soit la raison, avec très peu d'énergie, c'est une tâche de bas niveau. Il y a une certaine homéostasie dans les tâches de bas niveau. Si la souffrance nous coûte beaucoup d'énergie, si vous partez avec très très peu d'énergie déjà dès le départ, on peut considérer que vous êtes là. Donc la question du handicap, je reviens à vous, Lucie. Après, ma question, ça va être, dans le cadre de ce métier-là, en fait, est-ce que tu situes des choses, est-ce que vous situez des choses qui pourraient être là? C'est une fausse question, hein. Mais la question, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Alors, là, je fais un clap, là. Voilà, ça, c'est ce qui se passe dans un premier échange. Après, c'est quoi les sous-jacents à ça? Pour reprendre ton intervention de ce matin, quand on parle d'un cœur d'apprentissage, d'un cœur d'activité, il n'y a rien d'essentiel. On est sur un endroit qui est défini. Je vais un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on va parler ou qu'on ne va pas parler de ce qui se passe dans son cœur d'activité professionnelle, dans son cœur d'apprentissage quand on est étudiant? Qu'est-ce qui fait qu'on parle en fait de ce qui se passe pour soi? On est tous et toutes pareils en fait. On parle de sa situation quand on fait le pari que ça va être gagnant. Sinon, on n'en parle pas. Donc cette manière de présenter les choses, elle situe la question du handicap à un endroit qui est périphérique et qui n'est pas essentialisant en fait. La question, c'est pas tellement est-ce que la personne est handicapée ou est-ce qu'elle n'est pas handicapée. La question, pour moi, de là où je suis, parce que moi aussi je suis d'un endroit, la question c'est qu'est-ce qui peut faire barrage pour qu'elle vienne travailler ou qu'est-ce qui peut faire barrage pour qu'elle vienne étudier. Donc en faisant ça, en introduisant l'échange comme ça,
Derrière, il y a, sur le plan théorique, il y a Vygotsky, l'écart proximal de développement, des choses comme ça. Vous mettez la personne en situation, vous orientez la manière dont elle va s'exprimer. Et c'est, je pense, assez puissant, en fait, assez éducatif. Donc, dans un temps très restreint, vous donnez des cadres, en fait. La question n'est pas d'être ou de ne pas être. La question est qu'est-ce qui se passe à cet endroit. Parce que les personnes n'ont pas toujours conscience de ces choses-là, en fait, de ces champs-là. C'est pour ça qu'une partie importante des personnes rentre dans la relation en nommant des pathologies, des troubles. Enfin, si vous rentrez dans le bureau et vous me dites je suis autiste, what else? Et après? Parce que c'est pas. Ce qui m'intéressait, c'est où est-ce que ça pose une question, ce truc-là, mais derrière, qu'est-ce qui pose question? Donc voilà, c'est pour dire qu'en quelques minutes, ça dresse un cadre, ça place un cadre extrêmement contenant. C'est-à-dire que quand vous faites des formations pour les encadrants, pour les enseignants c'est pas, mais pour les encadrants, c'est hyper important de leur donner cette clé-là. Parce que la question qui doit être au cœur de la relation entre celui qui est encadré et l'encadrant, c'est pas qu'est-ce que t'as, c'est pas qu'est-ce que t'es. En fait, il se passe quoi pour toi? C'est quoi? Il se passe quoi pour toi dans ce qui nous relie, c'est dans ton travail, dans l'accès à ton travail. C'est pas que des mots en l'air. Si on reprend un tout petit peu plus haut, sur l'affiche, la personne qui a fait le graphisme de l'affiche, elle a mis deux logos, un avec la flèche et la croix, puis l'autre, c'est le fauteuil. Ok. Alors, cette année, j'ai rencontré une étudiante qui étudie à Descartes. J'ai rencontré après mon intervention au labo d'accueil de tous les étudiants qui est en fauteuil. Elle vient me voir après, on discute. Et je dis, ouais, mais c'était Descartes, ouais. Ok, quand vous faites quoi? Elle dit, oh, ok, c'est bien. Et du coup, comment, enfin, là, c'est le premier jour, elle me dit, oh, ça va et tout. Je dis, vous avez l'entièreté de l'usage de vos bras? Enfin, elle me dit, ouais, complètement. Ok. Je dis, bah, du coup, vous êtes bien alors. Je dis, bah, ouais, ça va. Donc, enfin, pour le moment, c'est ok, quoi. Elle me dit, ouais. Je dis, bah, on peut convenir à 10. Écrivez-moi si à un moment c'est pas ok, mais a priori, à Descartes, vous êtes ok. Ok, ça veut dire que vous passez partout, en fait. Donc, cette personne, elle circule avec un fauteuil. Est-ce qu'elle est entravée dans son activité ici? Non. Et pourtant, c'est le logo qu'on prend pour signifier le handicap. Par contre, si je change le cœur, là, si là je mets vie amoureuse et sexuelle, d'accord? Vie amoureuse et sexuelle quand vous êtes en fauteuil, ok. Ok, bah là, ça va être plus compliqué. Hein. Parce que si vous voulez rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse, il, elle, dans son logement, dans beaucoup de situations, vous ne pourrez pas accéder en fait au logement. Ok? Alors là, oui, le fauteuil, sur la vie amoureuse et sexuelle, et si vous voulez aller dans les espaces de convivialité, les boîtes de nuit, choses comme ça, c'est pas tout aux normes, on est bien d'accord. Donc voilà, c'était pour dire que là, on est quand même entre gens avertis. Et en fait, la question du fauteuil, c'est intéressant. Déjà, concrètement, quand on parle de handicap, le fauteuil, c'est entre 2 et 3% des situations. Par contre, dans l'espace public, c'est beaucoup plus, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est l'icône le plus signifiant. J'ajoute quelque chose, puis après je reviens à ce qui me relie plus à mon sujet aussi. Mais quand même, cette manière de penser. Vous voyez les pictogrammes sur les places handicapées? C'est un fauteuil. Ok? Quid des personnes qui utilisent ces places, qui ne sont pas en fauteuil et qui n'ont pas de canne? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous garez sur une place comme ça? Et que, par exemple, vous avez une maladie invalidante extrêmement sévère. Par exemple, la mucoviscidose. Qui fait que voilà, vous avez un certain âge et vous n'avez pas eu les traitements qui existent aujourd'hui. Et comment c'est compliqué de vous déplacer? Et comment vous faites invectiver en fait? Parce que ça arrive. Hein. On invective celui qu'on ne constitue pas comme relevant légitimement de la place. Donc, logique essentialiste et logique d'accès en fait. 5 minutes. Ah, je ne me suis pas entendu parler. Juste, voilà. Voilà, c'était pour dire que derrière en fait un schéma d'entrée en lien dans un entretien, il y a tout un élément qui charrie des repères en fait, des repères d'expression. Et
si j'en reviens à la question initiale, parce que c'était ça, c'était la part individuelle de la part systémique et intersectionnelle. En fait, j'ai un peu croqué les choses, mais ça, c'est la part individuelle. L'essentiel de mon propos, c'est maintenant. Voilà, je l'ai déjà un petit peu abordé avec cet exemple de fauteuil. C'est-à-dire que cet espace-là, est-ce qu'il est relié à la personne? Ben, très peu, en fait. Très, 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 très peu, en fait. La question, c'est que nos systèmes produisent des espaces d'entrave potentielle, en fait, plus ou moins puissants, plus ou moins larges, quoi. J'en reviens à mon histoire de fauteuil, là. Si la personne n'a pas eu un agenda d'accessibilité programmé qui est mis en œuvre, le fauteuil, c'est assez facile parce que c'est visuel et que c'est binaire. Vous pouvez pas, globalement. Bah, si le système il n'est pas outillé comme ça, c'est terminé, en fait. L'accès, il n'est pas. Si, quand on propose des évaluations, on ajoute 2-3 énormes portes, si, quand on propose des évaluations, on n'est pas en capacité de faire la différence entre ce qu'on veut mesurer et les modalités qu'on met en œuvre pour mesurer, c'est-à-dire qu'on ne va proposer qu'une modalité d'évaluation. En proposant qu'une modalité d'évaluation, comme par exemple l'écrit en temps limité, en étant systématiquement dans des schémas uniques d'évaluation, là vous créez des gros cercles. Donc là, il y a derrière ça la question de ce qu'on appelle la pédagogie inclusive. C'est comment, quand je produis des supports, comment je mets en place des méthodes pédagogiques, comment, quand je pense mes évaluations, je suis en capacité d'ouvrir en fait les voies d'accès et de distinguer finalement par exemple ce que je cherche à mesurer de la manière de le faire. Voilà, ça devient compliqué dans certains endroits parce que si vous prenez le concours de l'ENS, le but du concours de l'ENS est d'être le plus discriminant possible. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Donc c'est pour dire que c'est compliqué. Là, j'ai dit hier une commission sur la question de l'orthographe, enfin bref, des réflexions. En fait, on essaie d'être le plus justement discriminant, le plus équitablement discriminant. Bon bref, ça interroge aussi finalement les systèmes de sélection de manière assez puissante tous. Donc pour revenir à ces dimensions, la part individuelle, elle est assez faible au regard de la part systémique. Et j'ajoute une chose, les cercles, on peut les ouvrir encore. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait quand vous avez des troubles du neurodéveloppement ou des troubles 10, qu'autour de vous, il y a une capacité à situer ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe, à vous accompagner. Bah, le premier cercle, c'est la famille. Et la question du handicap, elle ne peut pas se penser sans la famille aujourd'hui. Et les difficultés des systèmes génériques et des systèmes communs renforcent l'importance de la place de la famille. Et on ne peut pas penser le handicap sans penser ça soit vrai, ça n'existe pas en fait. L'entrave, elle est caractérisée par les caractéristiques d'un système et par les capacités proches de la personne voilà, de contourner, d'imaginer. Donc la question du handicap, elle n'est pas médicale, enfin là il n'est même pas été question de handicap. Les deux, elle n'est pas individuelle, elle est éminemment systémique. C'était un petit peu ce qui faisait lien avec l'intervention inégalité scolaire et perception sociale pour une approche intersectionnelle des situations de handicap. Je vois pas comment, sur la question du handicap, il n'y a pas d'intersectionnalité, c'est pas possible. Ah, si on part de ce schéma-là, c'est pas possible, si on raisonne comme ça. C'est tellement tributaire des capacités de contournement et ces capacités, elles sont tributaires des milieux sociaux. Je conclue avec un exemple. Si vous voulez augmenter le nombre de filles à l'ENS de Lyon, bah, mettez des bourses, donnez de l'argent. Ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, les actions, ça peut être ça, en fait. Si vous voulez toucher les choses, mettez de l'argent. Parce que le vecteur derrière, c'est quand même les CSP. C'est parce que les catégories sociales professionnelles les plus élevées ne sont pas les plus outillées pour faire bouger les choses. Et quelle est notre place à l'intérieur de ces systèmes-là, nous qui faisons partie, globalement, de ces chemins. Donc est-ce qu'il faut changer le système, ou ce qui se passe pour les personnes, à quel endroit on se situe, voilà, merci de votre écoute.